À la une de l'actualité, il y a un an, jour pour jour, les rues de Lyon se vidaient. Le cheval de Louis XIV se retrouvait bien seul au milieu de la place Bellecour. Les quais étaient désertés. C'était le 17 mars 2020. Le confinement débutait en France pour quelques semaines. Au départ, il y en aura finalement un deuxième à l'automne, puis le couvre-feu. Que retenez-vous de cette période? On vous donne la parole ce soir sur BFM Lyon. Et après un an de crise sanitaire, toujours pas de date de réouverture pour les bars et les restaurants. Mais le gouvernement a présenté tout de même un plan en 3 étapes aux professionnels du secteur en vue de la réouverture. La première concernera les restaurants d'hôtel, puis les terrasses et l'intérieur des établissements avec une jauge à 50% avant de revenir à 100%. Les travaux du collège Truffaut ont débuté à la Croix-Rousse. Fermé depuis 2013, l'établissement va devenir un lieu dédié à la jeunesse avec la création d'une auberge, d'une résidence étudiante ou encore d'une crèche. L'ouverture est prévue fin 2022. Personne n'a oublié ce qu'il faisait le 17 mars 2020, il y a un an, jour pour jour, à midi très précisément. La France entrait dans son premier confinement, le début d'une crise qui n'est malheureusement toujours pas terminée. Nos vies ont changé depuis, rythmées par l'évolution du virus et les contraintes. Alors 12 mois après, que retenez-vous de cette période? On voit ça avec Jérémy Pain. Une vie qui se fige, des rues désertes, une place Bellecour vidée de ses touristes. Il y a un an, le confinement s'invitait dans la vie des Français. Des déplacements réduits aux strictes activités essentielles. La période unique reste gravée dans la mémoire des Lyonnais. Les 15 premiers jours, on va dire que ça allait parce que ça nous faisait un peu tous une coupure sur nos vies. C'était un peu 15 jours de vacances. De voir ces images qu'on a vu beaucoup circuler sur les réseaux sociaux, waouh! Il y avait cette tristesse du silence absolu. C'est exclusif, je pense que c'est un moment qui va rester dans l'histoire. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, ouais. Très vite, la sidération laisse peu à peu la place à l'inquiétude face à la virulence du virus. Les Français comprennent que les restrictions pourraient durer des semaines, voire des mois. C'était un petit peu anxiogène parce que c'était la première fois qu'on avait une annonce de ce type-là. Dès qu'on allait dehors, on allait attraper le virus. On pensait que dès qu'on allait faire nos courses, je m'en rappelle, on ne savait pas trop si au début il fallait mettre des masques, pas de masques, on était un peu perdus. Il y a eu un petit peu de panique, surtout au niveau des anciens, je pense aux parents, etc. Depuis, les Lyonnais ont appris tant bien que mal à vivre. Aujourd'hui, la crise sanitaire a ancré un sentiment profond de lassitude. Ça fait un an qu'on le supporte et c'est dur. Une partie de la vie sociale qui n'existe plus. Moi, j'aime bien prendre un verre au bistrot, voir des gens, lire mon journal avec des gens autour. C'est des choses qui ne se font plus et qui pèsent sur le moral de tous. Un an après, des questions demeurent. Jusqu'à quand notre quotidien sera bouleversé par la pandémie? Chacun espère ne pas célébrer un autre anniversaire. Car un an après, nous vivons toujours encore avec énormément de restrictions. Et parmi les secteurs qui sont fortement impactés, il y a bien sûr celui de la restauration. Les bars, les cafés, les restaurants sont toujours fermés, ouverts seulement entre juin et octobre l'année dernière. Alors pour le moment, aucune date de réouverture n'a été fixée par le gouvernement. Mais Lucie Young, on avance petit à petit tout de même. Le gouvernement a présenté cette semaine un plan en 3 étapes en vue justement de cette réouverture. Oui, Elodie, c'est une lueur d'espoir, un pas en avant pour tous les professionnels du secteur, avec cette première phase qui concernerait uniquement les restaurants d'hôtel. Pour les petits déjeuners, les clients seraient désormais autorisés à aller en salle de restauration pour prendre ce petit déjeuner. C'était peu arrivé depuis octobre, ils étaient servis en chambre. En revanche, il faudra attendre la deuxième phase pour pouvoir retourner déjeuner ou dîner dans les restaurants. La deuxième phase qui prévoit en effet la réouverture totale des terrasses et des salles en intérieur avec une jauge limitée à 50% de la capacité d'accueil. Et puis c'est seulement lors de la 3e étape que cette jauge sera complètement supprimée, mais toujours avec un protocole sanitaire strict et nouveauté, un QR code à flasher. C'est un dispositif de traçage des clients en cas de contamination. Alors ce QR code, il est facultatif, il n'est pas obligatoire, mais pour les restaurants qui ne l'auraient pas, eh bien ils devront avoir recours au carnet de rappel qui a été mis en place, vous le savez, en automne dernier. Alors chacune de ces 3 phases, elle devrait durer 4 semaines, soit une réouverture progressive sur 3 mois pour ceux qui pourront rouvrir, car malheureusement le syndicat l'UMI, le syndicat des bars et des restaurants, indique que 30% des bars et des restaurants de la métropole de Lyon pourraient mettre la clé sous la porte. Merci Lucie pour toutes ces précisions.
Le retour à une vie un peu plus normale passera forcément par la vaccination, vous le savez, mais la campagne a été ralentie depuis lundi et l'annonce de la suspension de l'AstraZeneca par mesure de précaution. Alors l'Agence européenne du médicament doit rendre son avis demain, avis qui sera suivi par la France. Mais aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé, elle, la poursuite de la vaccination avec ce sérum. Le porte-parole du gouvernement s'est également voulu rassurant. Écoutez Gabriel Attal. Concernant le vaccin AstraZeneca, on compte une trentaine de cas de thrombose, de caillots de sang sur 5 millions d'injections en Europe. Nos voisins britanniques, par ailleurs, où plus de 10 millions d'injections d'AstraZeneca ont été réalisées, ne relèvent pas de surreprésentation de thrombose parmi les personnes qui ont été vaccinées. Par précaution, et comme nos voisins allemands, italiens, néerlandais, nous avons décidé de suspendre très temporairement les vaccinations, le temps que l'Agence européenne du médicament étudie les liens éventuels entre le vaccin AstraZeneca et ces événements. C'est un bâtiment emblématique des pentes de la Croix-Rousse. Le collège Truffaut est fermé depuis 2013 et commence tout doucement à changer de visage. Des travaux ont débuté pour en faire un lieu dédié à la jeunesse, résidence étudiante, auberge, crèche ou encore bars et restaurants. Présentation du projet avec Octavie Couchard et Corentin Marabeuf. Depuis 1887, il se dresse fièrement sur les pentes de la Croix-Rousse. Après un peu plus de 130 ans d'histoire scolaire, le collège Truffaut se prépare pour sa deuxième vie. On y fera une résidence étudiante sociale. Il y aura également un hostel, une auberge de jeunesse un peu nouvelle génération. Et puis également une crèche, les locaux, un collège graphique, les locaux de Lyon BD. Et puis également ce qu'on appelle des salles plurielles, des salles à destination des habitants et des associations du quartier. L'ambition de ce projet, c'est la cour intérieure. Elle devrait permettre de relier la rue de Flessel avec la montée des Carmélites sans passer par la place Morel. Un endroit agrémenté d'un bar ouvert à tous pour qu'étudiants, voyageurs et riverains se rencontrent. Les travaux sont lancés, ils doivent durer 2 ans. C'est un grand défi, notamment par rapport à l'implantation du site qui est dans les pentes de la Croix-Rousse, donc très difficile d'accès. Les enjeux sont assez forts pour préserver la quiétude des riverains pendant qu'on fait un chantier de cette envergure. Pour la métropole, propriétaire des lieux, il était important de redonner ses lettres de noblesse à ce lieu fermé depuis une dizaine d'années. Ce bâtiment, il est de la fin du 19e siècle, il est magnifique comme tout le monde peut le voir. C'est important de le garder, de le remettre à niveau pour qu'il soit au service des habitants. Cette opération de requalification va coûter une dizaine de millions d'euros. À noter que les entreprises sous-traitantes dans ce projet sont régionales à 100%. Des chantiers qui ne polluent pas, c'est forcément un objectif pour la majorité écologiste à la métropole qui a voté lundi l'extension de la ZFE et la disparition du diesel d'ici 2026. Alors dans le 7e arrondissement, une entreprise de travaux publics teste justement en ce moment un véhicule innovant, l'aspiratrice excavatrice au gaz naturel véhicule, un carburant qui répond aux enjeux de la pollution locale et de la qualité de l'air et c'est le seul exemplaire en Europe. Diminuer l'empreinte carbone, c'est la priorité de toute façon des années qui viennent. Et ça sera même un critère sur les prochains appels d'offres du Grand Lyon. Donc de toute façon, toutes les entreprises de travaux publics vont améliorer ce pourcentage. Et ici, nous voyons déjà des professionnels qui ont déjà des véhicules GNV, c'est-à-dire critère 1, qui travaillent. Alors des véhicules de chantier classiques, mais aussi des machines très complexes, comme l'excavatrice qu'on a vue. Donc déjà 5 ans avant l'interdiction du diesel, il y a des entreprises qui roulent avec des véhicules critère 1. Ça existe, c'est possible. Le témoignage du jour, celui d'une Lyonnaise qui se bat pour la libération de son frère. Benjamin Brière est détenu en Iran depuis mai dernier. Il est soupçonné d'espionnage et de propagande contre le système, des chefs d'accusation passibles de la peine de mort. C'est un témoignage recueilli par Olivier Jouglard et Leïla Kessi. On veut juste simplement voir Benjamin à la maison, on veut juste qu'il rentre plus vite. Cette Lyonnaise vit un cauchemar depuis près d'1 an. Blandine Prière se bat pour faire libérer son frère, emprisonné à Meshed, une ville située au nord-est de l'Iran. Il est accusé d'espionnage. Sa faute, avoir utilisé un drone dans un parc national. C'est vraiment un gadget qui fait la taille d'une canette. C'est vraiment un jouet, quoi. Ça reste un drone qu'il a acheté sur Internet, comme beaucoup de gens, qu'il utilisait pour faire de jolies photos et créer des jolis souvenirs de son voyage.
Parti en 2018 pour réaliser un périple à travers l'Asie mineure avec son van, c'est fin 2019 qu'il passe finalement la frontière iranienne. Il y restera plusieurs mois avant d'être arrêté en mai 2020. Depuis, les nouvelles avec sa famille sont rares et ses conditions de détention, elles, compliquées. C'est complètement irréel. Enfin, c'est quelque chose... On s'y attendait pas du tout. Les 2 fois où je l'ai eu au téléphone, les conditions sont quand même pas évidentes. On est dans un endroit qui manque cruellement d'intimité et il a une énorme barrière de la langue là-bas puisqu'il peut communiquer qu'en anglais. Blandine espère que les autorités françaises réussiront à faire débloquer la situation. Présenté à un juge il y a quelques jours, Benjamin encourt aujourd'hui la peine de mort. Et un peu de culture pour terminer ce soir. Malgré le contexte, le festival Les Chants de Mars ne voulait pas renoncer. Alors les organisateurs se sont adaptés. Ça se passe sur le net cette année et ça a commencé aujourd'hui. Des rendez-vous vous sont proposés chaque jour jusqu'au 27 mars prochain avec notamment les lives de MPL et de Melba vendredi soir.